Peut-on vraiment faire une œuvre sur la liberté lorsque l'on est soi-même prisonnier d'un système, d'un univers, de contraintes éditoriales complexes, des attentes de son audience et d'une logique de publication qui pousse à ne plus créer pour soi-même, mais pour plaire et vendre? Eiichiro Oda, contrairement à ce que beaucoup semblent penser, n'est pas libre. Dès lors qu'il a proposé la première version de son œuvre, la Shueisha, il a dû faire face à l'un des maîtres du milieu, un homme de l'ombre à qui l'on doit le succès de Dragon Ball, le bras droit d'Akira Toriyama, Kazuhiko Torishima. Dès lors, il va devoir se plier pour passer le seuil et recevoir son approbation. Mais Torishima ne croira jamais réellement à One Piece. Jusqu'à ce jour et malgré son succès international, il continue de mettre en avant les défauts de l'œuvre, la narration, le manque d'efficacité, une complexité absurde dont Oda paie aujourd'hui le prix, et qui, il faut l'admettre, font aujourd'hui de One Piece une œuvre imparfaite, et ne peuvent que nous alerter sur une potentielle déception globale lors de sa conclusion. Parce qu'un artiste qui a une liberté créative totale peut créer un chef-d'œuvre, mais un artiste avec trop de liberté éditoriale peut ruiner son propre récit. Les hommes de l'ombre, comme Torishima, sont les réels garants de la qualité et de la cohérence narrative d'un manga. Et lorsque vous les retirez de l'équation, ou que vous amoindrissez leur pouvoir décisionnel, vous condamnez une œuvre. Les débats récents dans la communauté One Piece, sur Garp, sur la qualité de l'œuvre en général, dénotent d'une incompréhension majeure des lecteurs français sur la façon dont on structure un récit. Les débats s'appuient sur des éléments internes de l'œuvre, comme si les personnages avaient chacun leur volonté propre, comme s'ils étaient vivants, oubliant qu'ils ne sont que des marionnettes dont les fils sont reliés à une seule main, celle de l'auteur. Les débats sur la cohérence, sur les rapports de puissance, sur des détails ou des soi-disant foreshadowing continuent d'alimenter les passions. Des passions brûlantes, des débats stériles et infantiles entre personnes qui ont tort, qui se jugent, mais qui sont proches du niveau zéro de l'analyse d'une œuvre. Parce qu'on ne peut pas comprendre un récit sans comprendre le squelette sur lequel il se développe, sans comprendre les contraintes de son auteur, et sans recontextualiser les enjeux qui vont décider de sa conclusion finale. C'est comme résumer une voiture à sa carrosserie, sans comprendre les rouages qui en font un bijou technologique, ou qui la conduiront vers un accident inévitable. Alors oui, demain Oda pourrait décider de faire de Garp le personnage le plus puissant de One Piece, ou le plus faible, en faire un méchant, le tuer, le ramener à la vie, parce qu'une œuvre ne répond qu'à une seule règle de cohérence, celle établie par son auteur. Et dans le cas de One Piece, il n'y en a jamais réellement eu. One Piece est incohérent, c'est un fait. Son univers est bâti sur des incohérences volontaires, des proportions absurdes des personnages, aux différents retcons qu'Oda nous a servi récemment, comme celui sur le fruit du démon de Luffy par exemple. Le retcon, au cas où vous l'ignorez, c'est lorsqu'un auteur introduit des informations qui contredisent les règles établies plus tôt dans son œuvre, soit pour surprendre ses lecteurs, soit parce qu'il n'est plus en accord avec certains de ses choix précédents. Et sur une œuvre aussi longue que One Piece, un auteur a le temps de changer d'avis 1001 fois. Beaucoup assimilent certains retcons à des foreshadowing, mais en réalité One Piece n'est pas une œuvre qui brille par ses foreshadowing, car sa structure originelle est trop souple, trop malléable. Les règles établies au départ sont trop floues et aléatoires, ce qui fait qu'aucun foreshadowing n'aura jamais le même impact que dans une œuvre qui s'appuie sur des règles solides et rigides dès les premiers chapitres. Comment réellement surprendre son audience quand tout est déjà trop surprenant dans votre univers, quand tout est possible? C'est peine perdue. Au-delà de cet aspect, ce sont les fondations mêmes de One Piece, en dehors de son style graphique si particulier, qui en font une œuvre profondément occidentale. Eiichiro Oda, en plus de nous montrer via ses références à quel point son regard est tourné vers le monde extérieur, a construit son manga sur des bases très occidentales, ce qui lui donne son identité propre, certes, mais qui rend aujourd'hui son œuvre bancale. Les shonen neketsu sont pensés comme des couloirs, des œuvres qui doivent être faciles à lire, des leçons fortes, avec une trame principale très simple, qu'on habille avec des artifices pour en faire une expérience mémorable. Comme un parc d'attractions qui nous semble féerique tant qu'on reste sur les rails, et qui dévoile une réalité beaucoup moins profonde lorsque l'on passe en coulisses. One Piece, c'est tout le contraire. Oda a voulu qu'on puisse ouvrir chaque porte, et continuer de croire en son univers et d'être émerveillé. Mais ce choix a un prix. C'est une façon qu'ont beaucoup d'auteurs occidentaux de travailler. Tolkien étant l'exemple le plus facile à comprendre et à comparer à One Piece. Le Seigneur des Anneaux n'est qu'une aventure dans un univers qui respirait déjà avant son déroulement. Et le parcours de Frodon et de la communauté n'est même pas l'aventure la plus grandiose, ni la plus impressionnante. Sauron n'est pas l'antagoniste le plus terrifiant, ni le plus puissant. Ce n'est qu'un sursaut de noirceur dans un monde où la magie est déjà en train de s'éteindre. One Piece suit exactement le même schéma. Le personnage principal n'est pas Luffy, ni Roger, c'est l'univers, où chaque lieu a une histoire, un passif, et où l'équipage des Mugiwara est à peine l'élément central parmi des rouages énormes en mouvement permanent. Un univers qui, au début du manga, n'est déjà plus que l'ombre de ce qu'il était autrefois. C'est la raison pour laquelle beaucoup de passages les plus appréciés dans l'œuvre sont des flashbacks. Beaucoup de nos personnages favoris sont déjà morts ou disparus. Et cette façon qu'a Oda d'avoir pensé son œuvre est profondément incompatible avec les codes du manga. Car un chapitre ne peut pas contenir toute la complexité de ce qu'il souhaite transmettre. Et que le neketsu, un genre qui se concentre sur l'intrigue et l'émotion, n'est pas compatible avec le world building intensif imposé par son auteur. One Piece est pensé comme un roman, pas comme un manga. C'est d'ailleurs pour cette raison que les romans One Piece fonctionnent si bien. Par exemple, les romans sur Ace viennent contextualiser toute l'histoire autour du personnage, sans alourdir la narration du manga.
Et si vous ne les avez pas lus, vous ne pouvez même pas réellement dire que vous avez réellement compris Marineford ou le personnage de Portgas the Ace. L'avenir de One Piece sera magnifique si Oda accepte de déléguer son univers étendu pour de bon et de ne pas forcément vouloir intégrer toutes les réponses, tous les détails sur chaque personnage directement dans son manga. Parce qu'un manga qui a débuté avec tant de questions sans réponse, qui a pris le temps de développer chaque parcelle de son univers, ne peut pas se permettre aujourd'hui de nous faire trop de révélations sans forcément amoindrir l'impact qu'elles ont sur nous. Dans les chapitres récents, on apprend beaucoup de choses, trop de choses en réalité, et trop vite. On ressent une hype lors de la sortie du chapitre, mais rien de réellement marquant, rien qui ne laisse une empreinte, rien qui ne suscitera des débats durant des dizaines d'années, comme certains éléments du manga ont pu le faire. La vérité, c'est qu'on ne veut pas toutes les réponses, en tout cas pas tout de suite. On veut la conclusion de l'aventure de Luffy, et qu'à la fin de cette dernière, One Piece continue à vivre à travers son univers étendu canonisé, en prenant le temps de construire de façon cohérente et sereine toute la mythologie de l'univers d'Oda, et tous les secrets cachés derrière cette dernière. One Piece suit aujourd'hui la route de la série Game of Thrones, avec une première moitié sculptée à la perfection, mémorable, et une seconde partie qui laisse un goût de superficiel, de survolé, où tous les climax narratifs se superposent frénétiquement, si bien qu'on n'y prête même plus réellement attention. Si Oda continue sur cette voie, la fin de One Piece sera décevante, quoi qu'il arrive. Alors oui, on le pardonnera forcément par nostalgie, par respect, par attachement pour son univers, mais est-ce vraiment la conclusion que One Piece mérite? J'en doute personnellement. Alors aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la liberté éditoriale d'Eiichiro Oda est en réalité une prison. Prisonnier de sa propre créativité, prisonnier de son rôle central dans le Shonen Jump, prisonnier de ses lecteurs et de leurs attentes, mais surtout prisonnier d'un support trop étroit pour une œuvre trop immense. Et être prisonnier lorsque l'on a fait de la liberté absolue le thème central de son œuvre, c'est peut-être la pire chose qui pouvait lui arriver.